Vas-y, fais l'introduction. Ah bah ok, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Ça faisait un petit moment, en vrai ça faisait longtemps. Hein. En présentiel, ouais. En podcast, ouais. Ouais, enfin depuis l'UFC Paris, enfin bref, vous n'êtes sûrement pas là pour ça. On va parler de Bo Nickal. Donc Bo Nickal qui vient de valider enfin son contrat UFC. Pourquoi est-ce que je dis enfin ? Parce qu'il avait déjà donc énorme favori, gros prospect puisqu'il vient de la lutte, mais Rusty va vous en parler. Il s'entraîne à American Top Team, donc il avait fait première victoire impressionnante au Dana White Contender Series. Bah, je crois qu'il a fait un combat pro et après deuxième combat direct il va au Contender Series. Ouais. Combat pro, ensuite Contender Series. Et il avait fait quelques combats amateurs. Excuse-moi, je te coupe tout le temps, putain. Le mec insupportable. Est-ce qu'on a dit que ça s'appelait Bo Nickal ? Et donc... Boum, nickel. Ouais, il faut la faire. J'avais pas pensé. C'est vrai. Ouais, j'allais le faire juste avant l'intro, mais j'avais envie de le faire. Alors du coup, victoire au Dana White Contender Series. D'habitude, quand vous imposez surtout avec la manière, vous avez votre contrat qui est validé pour l'UFC. Mais là, non, Dana White a fait, tiens, on va lui faire un deuxième combat. Bah, il était évidemment grandissime favori. La question, c'était pas est-ce qu'il allait s'imposer ou non, mais de quelle manière. Et de quelle manière, Big Rusty, puisque 52 secondes, il lui a suffi. Un knockdown, le temps d'aller chercher la soumission. Grosso modo impressionnant, enfin on va en parler, grosso modo non, globalement impressionnant, je me suis trompé, tout. Générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat ? En combien de rounds ? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Bon Nickal, là est-ce qu'on commence à se dire oula, on a un très 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 sérieux prospect ? Ah ouais, je pense. En fait, au-delà même du fait... Est-il le LeBron James du MMA ? On a vu ça sur internet. On vient de voir ça sur Yahoo Sports. Mais en fait, oui, je pense, parce que au-delà même du fait qu'il est en train de faire une Ramzat, c'est-à-dire que là, oui, c'est ses 3 premiers combats, même si ce sont des bons combattants qu'il affronte, en particulier au Contender Series, c'est fait exprès, c'est la manière. Là, je crois qu'il n'a pas dépassé 1 minute 30 de combat sur chacun de ses combats pro, et il éclate ses adversaires, qui sont donc, comme on l'a dit, choisis pour quand même offrir une bonne résistance normalement. Bon, qui ça nous rappelle, évidemment, dans la même KT maintenant, ça nous rappelle Ramzat, et ce qui fait que, oui, évidemment, j'ai des énormes espoirs, c'est que le passif qu'il a de lutteur, c'est énorme. Et n'étant pas spécialiste de la lutte américaine, j'ai été écouter ceux qui l'étaient, donc à savoir qui font un peu le crossover entre le MMA et le monde de la lutte. Donc j'ai écouté ce qu'avait à en dire Henry Cerudo, ce qu'avait à en dire Chael Sonnen. Et en fait, ce qui transparaît, c'est que c'est vraiment un prodige de la lutte comme on n'en voit que très 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 rarement. Il est multiple champion en gros de la NCAA, donc la division 1, donc c'est en gros la lutte universitaire, la lutte amateur. Mais enfin voilà, c'est quand vous gagnez des titres NCAA en tant que lutteur, division 1, vous êtes ce qui se fait de mieux aux États-Unis. Et il a été 3 fois champion NCAA, donc des États-Unis, l'américaine en lutte folk style. Et alors apparemment, donc c'est Chael Sonnen qui expliquait ça, il y a quand même une différence entre la lutte freestyle et folk style. Et la lutte folk style, en gros, la manière dont les points sont comptabilisés, c'est un peu plus porté, ça récompense un peu plus le contrôle. Donc il faut contrôler un peu plus longtemps ton adversaire au sol, et c'est plus récompensé quand tu peux le contrôler plus longtemps, d'une meilleure manière, et donc c'est probablement beaucoup plus adapté au MMA. On va voir ce que ça donne au fur et à mesure où le parcours de Bo Nickal continue et avance, mais les deux, Cerudo et Sonnen, avaient l'air de dire que non seulement c'est un prodige de la lutte, mais en plus dans le style de lutte, il est 3 fois champion américain folk style, je ne sais plus si je l'ai dit, et en plus dans le style de lutte qui est théoriquement le plus adapté à un passage en MMA. Donc, et alors, en plus, c'est dans le monde de la lutte, mais il a été élu... Je sais plus exactement quel est le truc, mais dans le Big Ten, tu sais, il a été élu athlète de l'année dans le Big Ten, en gros aux États-Unis. Et c'est donc pour les universités américaines, c'est l'une des divisions. Et alors apparemment, en fait, là où il a été élu, c'est pas que en tant que meilleur lutteur dans le Big Ten, c'est tous athlètes confondus. Donc c'est-à-dire que même avec des joueurs de basket, des joueurs de foot américains, c'est lui qui a le plus impressionné, tous sports confondus, dans l'année où il a été élu. Donc il a quand même un sacré pédigré. Il n'a encore que 26 ans. Et là, vu où il s'entraîne et vu ce qu'il est en train de montrer sur ses premiers combats, ouais, il y a de quoi se dire, il y a potentiellement un Ramzat qui vient de l'autre côté de l'Atlantique, quoi. C'est monstrueux ce qu'il fait. Et bon, on va y venir, mais même techniquement, là, sur son dernier combat, c'était incroyable. Hein. Incroyable, mais vrai pourtant, Big Rusty. Mm-hmm.
Je continue du Oui, coup oui. parce que j'ai pas envie de passer en monologue, mais ouais. Bah, la manière dont... Après, ça dit, il y avait une grosse... Enfin, pour moi, ça va être un avantage pour lui énorme de toute façon sur chaque adversaire dans cette catégorie, c'est l'appréhension que les mecs ont par rapport à son sol. Parce que c'est ce qui déclenche le knockdown. Oui, absolument. Bah, en fait, oui. Et donc là, il y a le combat qu'il vient de faire contre Beard, quelque chose Beard. Et d'ailleurs, ce gars, je sais pas si tu avais vu sur la miniature, en gros, sur l'annonce des combats, son adversaire, là, le gars Beard en question, il fait une tête. Oui. Ça fait flipper. Oui, ça faisait flipper. C'est le seul qui avait un espèce de smile à la Joker un peu. C'était bizarre. Bah, pour ceux qui ont vu, ne le regardez pas. Je l'ai vu, mais pour que vous ne le regardiez pas, ça s'appelle en anglais Truth or Dare, donc action ou vérité. Et en gros, c'est un truc où dès que tu perds ton gage, t'as un sourire démoniaque. Vraiment, sans déconner, j'ai vu ça direct chez lui, donc c'est qu'il doit avoir un sourire qui monte beaucoup. Enfin bref. Et dans ce combat-là, donc contre Beard en question, donc c'est son dernier combat en date qu'il a fait il y a quelques jours, la manière dont il set up son takedown, c'est vraiment quasi parfait. Enfin, dans le sens, évidemment que le mec en face a peur de la lutte de Bonical. Bah, Bonical le sait, et évidemment, il va quand même, c'est comme Khamzat, il va quand même y aller, parce qu'il est tellement loin devant la concurrence qu'il sait qu'il peut mettre sans trop de problèmes ses concurrents au sol avec son bagage de lutte. Mais la manière dont il le fait, c'est magnifique. Il fait en gros... Il mixe un peu des techniques de tous les domaines, dans le sens où il fait ce qu'on appelle du coup un shift. Donc en même temps qu'il met un espèce de overhand de sa main gauche, il shift avec, du coup c'est sa jambe gauche qui suit, il me semble. C'est ce que fait par exemple Dustin Poirier, beaucoup. C'est une manière de couvrir de la distance rapidement et en même temps ça masque un petit peu et ça surprend les adversaires quand tu avances sur eux de cette manière. Et en même temps qu'il fait un overhand avec son shift et qui touche salement. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'il y a le timing. Parce qu'il est mis-knockdown. Il est mis-knockdown le gars, donc c'est-à-dire que 1, il y a le timing, 2, il y a la bonne gestion de la distance, et puis ils ont dû le drill à l'entraînement, mais n'empêche que donc c'est comme ça. 1, qui touche, et 2, en même temps qu'il met son overhand, il y a, ça c'était la première menace, donc si ça touche tant mieux, et visiblement il a les mains très lourdes, Bonical, mais en même temps, c'est pas un pilote, c'est en même temps que son overhand, il va chercher la jambe du gars pour le mettre au sol. Qui faisait beaucoup ça Georges Saint-Pierre le faisait beaucoup, il me semble, mais il y a un autre gars qui est connu pour mettre ça des overhands et en même temps il t'enlève le plancher. Mais l'exécution et la manière dont il le fait, c'est impressionnant. Et après, la finition au sol, c'est juste sublime. La manière dont il passe son triangle, il était en montée et du coup, il passe son triangle ensuite. C'est d'une fluidité hallucinante. Je sais qu'il a affronté Gordon Ryan. Bon, c'est un truc d'exhibition, mais il a affronté Gordon Ryan en grappling. Donc, ça veut dire qu'il a vraiment envie de se mesurer, même en grappling hors compétition de MMA, au meilleur et hors compétition de lutte. Donc, il y a ça. Et alors, faudra voir la vitesse à laquelle il progresse, mais ça, ce sont pour visiblement les transitions, visiblement même le grappling, où évidemment il va être surchaud, mais en plus de ça, il a vraiment visiblement une compréhension du MMA comme t'en rêves chez un athlète. Je sais pas si c'était alors je crois, soit c'est son premier combat pro, son deuxième, ou je sais plus lequel, mais la manière dont son cerveau est branché pour comprendre qu'il faut frapper en même temps que tu fais de la lutte et en même temps que tu es au sol, c'est pas du tout évident pour tout le monde. Par exemple, on en parlera peut-être à la toute fin de ce podcast, Aaron Pico, qui lui aussi est un énorme prospect du Bellator et dont on va reparler un petit peu, mais enfin si tu veux, c'est comme ça. On va peut-être en parler un peu, on va en parler à la fin du film. Mais en fait, Aaron Pico, un des problèmes qu'il avait au début de sa carrière, c'était un prodige aussi. En anglais, il était extrêmement chaud. Et après, il n'a pas eu de sas de décompression. Il n'a pas eu de sas de décompression, mais un de ses problèmes, c'était qu'il compartimentait trop tous les domaines du MMA. Tandis que Bonical, il les lit, mais instinctivement. Donc dans son premier ou son deuxième combat, quand il fait les takedowns, limite son takedown n'est pas terminé, qu'il est déjà en train de commencer son ground and pound et potentiellement de progresser au sol sur toi. Donc ça, c'est extrêmement bon signe. Et le dernier point, c'est le striking. Sur son premier, vraiment il débute et c'est pas son domaine de prédilection. N'empêche que très visiblement, faut que j'arrête de dire visiblement, c'est comme quoi que je dis tout le temps, littéralement. Mais encore une fois de plus, voilà. GG. Mais en striking, dans son premier combat, clairement, il y avait une gestion des distances qui n'était pas optimale. Il lâchait ses kicks qui n'étaient pas à la bonne distance. Il n'avait pas le timing optimal. Sauf que, visiblement, il a quelque chose de naturel en termes de timing et en termes il a pas peur de lâcher des combinaisons. Son premier KO là en pro, il met une combinaison.
Donc le mec est sonné et il se relève, mais il te lâche un truc à la Tekken, uppercut, crochet, les 3 touches, et je sais pas pourquoi je ris bêtement, les 3 touches, et ça touche pour faire mal, et ça fait mal. C'est pas comme si il a la précision, il a le timing, ça touche, c'est beau. Il a ça, et en plus, il cartonne les mecs. Et ça, c'est un truc qu'on a vu donc chez Khamzat, c'est-à-dire que non seulement le mec, c'est un prodige en lutte, il arrive, il comprend quand même le striking, mais en plus, il a cette lourdeur de main qui fait qu'il peut mettre salement les gars KO, quoi. Avançons un peu, Big Rusty. Oui, de toute façon, je crois que j'avais fini. Ah bah voilà, formidable. Donc, concernant Bonical, là, qui, juste après sa victoire, a call-out Khamzat Chimaev, possiblement Logan Paul sur un ring, à la WWE, Dana White, le président de l'UFC, qui a dit bon, on va se calmer tranquillement. Il l'a dit clairement. Nous, on a l'habitude, quand on a des talents comme ça, de les construire petit à petit. C'est comme ça qu'on va faire leur carrière. Et d'un autre côté, il y a Aaron Bronsteter, journaliste pour TSN au Canada, qui a expliqué que dans la division middleweight aujourd'hui, donc celle de Bonical, il ne mettait que 3 ou 4 gars actuellement favoris face à lui. Et moi, je suis un peu d'accord avec lui. C'est que ça va être, pour moi, très compliqué, et c'est le seul gros point d'interrogation que j'ai sur Bonical, c'est comment est-ce que l'UFC va faire pour qu'il ait une carrière normale, parce que déjà là, ça fait à peine 6 mois qu'il est professionnel en MMA, donc il fait des combats pro, et là déjà intrinsèquement, les membres du top 15 en middleweight, honnêtement, moi il y en a pas mal que je mettrais directement face à lui, mais il y a toujours ce côté expérience, le plus haut niveau à l'UFC, comment tu vas faire, c'est ça. Mais tu fais comment ? Dans le sens, je pense que c'est un gars, il peut, à mon sens, avoir une même trajectoire dans un style complètement différent que celle qu'a eu Alex Pereira. Ouais, absolument, ou même Khamzat en soi. Franchement, parce que là, on est exactement dans le même cas de figure que Khamzat, honnêtement. Ouais. Après, Khamzat, la différence avec Alex Pereira, c'est juste pour ça, c'est que Khamzat, il a perdu du temps du fait du Covid, parce que là, ça fait quoi maintenant ? 2 ans qu'il est à l'UFC. Alex Pereira, il est arrivé, je crois, l'année dernière, novembre dernier, UFC 268, où Big Rusty était. Oui, mais en fait, c'est vrai que du coup, puisqu'on a ces 2 exemples, que ce soit Pereira et Khamzat, moi, je serais aussi tout à fait chaud d'aller de franchir un clair pas, de la même manière que Khamzat, on lui a mis Li Jingliang, qui était du coup membre du top 15 à l'époque, je crois. C'était un énorme step-up. Il a pris le step-up, il a pris le step-up. J'étais à ça d'être vulgaire. Mais là, je pense qu'on peut faire la même chose. Okay. Alors, on aurait dû regarder le ranking middleweight comme ça pour en être sûr, mais là, clairement, on peut le mettre face à un mec entre la place 15 et la place 10. Direct. Moi, je pense. Ah, non, t'as raison. Après, personnellement, moi, j'aimerais bien, parce que ce serait un moyen d'écrire l'histoire, mine de rien. Moi aussi, mais je pense effectivement, peut-être, d'abord un gars qui est un peu plus connu, et connu pour être un vétéran, sans être dans le top 15 chez les middleweight. Ce serait d'abord bien, effectivement, pour au moins valider cette carte. Et ensuite, s'il fait ce qu'il fait face aux autres, face à cette personne-là, face à ce mec-là, dans ces cas-là, on le met contre un top 15, vraiment comme Khamzat, en fait, quoi. Parce que là, il y a donc Chris Curtis, Brad Tavares, Dricus Duplessis qui va affronter Darren Till, Nassour Nimavov, Kelvin Gastelum, André Muniz, Darren Till, Jack Hermanson, Sean Strickland, Paulo Costa, Derek Bronson, Alex Pereira, Marvin Vettori, Jared Cannonier, Robert Whittaker, Israël Adesanya. Je serais pas contre Kelvin Gastelum. Ouais, moi aussi. Mais il y aura le problème que s'il bat Kelvin Gastelum, ce sera en mode il est rincé et voilà. Moi, c'était plus que à partir du moment où tu bats Kelvin Gastelum, tu regardes plus en arrière. Oui. Et là, c'est un peu hardcore pour deuxième combat UFC. Non, c'est pour ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que d'abord quelqu'un qui est connu et connu pour être bon, durable et vétéran, mais en dehors du top 15, s'il valide top 15, donc soit Chris Curtis, soit Nassourdine, non parce que c'est un autre prospect, mais soit Kelvin Gastelum effectivement, et après on avance si jamais il enquille les deux, quoi. Oui, sachant que ça risque d'aller très vite, parce que moi ce que je pense à mon avis, ce que l'UFC se dit avec ce monsieur-là, c'est qu'en fonction de ce qui se passe pour Khamzat Chimaev, parce qu'aujourd'hui dans la catégorie, au niveau des styles de combattants, déjà il y a Alex Pereira contre Israël Adesanya, bien malin celui qui peut prévoir ce qui va se passer. Une fois qu'il y a ça, on va déjà en savoir un peu plus pour, je pense, aller 6 mois, 1 an. Ensuite, il y a le problème Khamzat. Je pense que Khamzat, quand il aura son title shot, peu importe l'adversaire chez les middleweight, je pense qu'il va battre le gars. Je pense que si Khamzat est champion middleweight, l'UFC va se dire on met directement Bonical contre lui. En tout cas, on précipite l'arrivée de Bonical face à Khamzat. Parce que tu fais un truc entre mec de l'Est, américain,
mine de rien, le seul qui peut, je pense, regarder droit dans les yeux Khamzat dans son site de prédilection à l'UFC, c'est Bonical aussi, donc ça intéressera. Ils pourront ressortir aussi, chez Middleweight, Oui. Ils pourront ressortir, oui, attention, ils pourront ressortir aussi les fameuses vidéotapes de premier combat, même pas à l'UFC, il fait j'ai envie d'avoir Khamzat maintenant, donc je pense que l'UFC précipitera aussi ce choc-là. Ouais, complètement. Et franchement, ça va être bien. Voilà, mais bon, on n'y est pas encore, mais en tout cas là, voilà, vous avez un très très gros prospect. Ça fait plaisir. Hein. Non, c'est cool, parce qu'on commençait à se dire, c'est vrai que cette catégorie-là, avant qu'il y ait Khamzat, on était putain à des années en train de nettoyer tout ça, Ouais. c'est un peu compliqué. Là, ça y est, du vent neuf, et on va terminer ce podcast brièvement. Du vent neuf. Du sang neuf. Un nouveau Un souffle. vent nouveau, ouais. Un vent nouveau. Ouais. Un nouveau souffle. Un Bonjour second les nouveaux. souffle. Ouais. Bref, on va terminer du vent neuf. On va terminer avec Aaron Pico. Aaron Pico, voilà. On termine avec Aaron Pico Big Rusty, qui revient bientôt Aaron Pico et qui enfin, depuis quelques temps et son passage maintenant à Jackson Wink MMA, est à la hauteur de toutes les ambitions qu'il avait. Ouais, là, j'ai l'impression qu'il est vraiment en train de prendre son envol. Et là, le matchmaking sur les derniers combats, franchement, c'est parfait, quoi. C'est-à-dire que c'est des gars, même si tu vois sur Tapology, même les gars qui l'affrontent, eux-mêmes n'ont pas affronté des gars à record négatif, donc ça veut dire qu'il y a quand même un niveau. Et c'est-à-dire que le matchmaking du Bellator est vraiment bon, là, franchement, avec Aaron Pico. Et pour les débuts, en fait, même si il y a eu des ratés, c'est difficile d'en vouloir au Bellator parce qu'ils ont essayé de faire ce que faisait l'UFC, donc avec des gars comme Khamzat, comme Bonical. C'est juste que ça n'a pas marché. Mais là, il revient en force. Je crois qu'il est sur 5, 6 ou 7 victoires d'affilée et il me semble quasiment que des finitions. Dès qu'il gagne, et même quand il perd, c'est que spectaculaire. Ça, c'est clair. Voilà. Là, il réaffronte, je crois que c'est Jeremy Kennedy bientôt aussi. Donc franchement, ça fait plaisir parce qu'il a encore que 26 ans. C'était un tel prodige que déjà à 21 ans, il avait fait des dingueries un peu dans pas mal de trucs. Il avait été mis au Bellator, voilà, il a eu la carrière qu'on connaît. Il est encore tellement jeune que ça fait plaisir là de le voir vraiment rentrer un petit peu dans sa zone de confort. Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais il est là à l'aise. Ouais, puis pas de le voir perdre salement, parce qu'il perdait salement aussi. Hein. Et là, il est en train de se construire bien comme il faut. Et il y a moyen que si jamais il y a une revanche contre Borix ou des trucs comme ça risque de vraiment être intéressant, quoi. Et ça fait plaisir pour Pico, ça fait plaisir aussi pour le Bellator, parce que depuis le temps qu'ils essayent de monter des stars, de les construire, et que ce soit vraiment des grosses stars legit, il y avait un bout de temps qu'il n'y en avait pas eu, et ça fait plaisir qu'ils le fassent et qu'ils arrivent à le faire avec Pico. Formidable, Big Rusty. On a terminé sur ce podcast dédié à Bo Nickal et puis à Aaron Pico. Ouais. Shout-out my sweet pea. Ouais, oui. Oh, j'étais en train de chercher quelles étaient du coup les stars du Bellator de ces dernières années qu'ils ont fait monter. Il y en a quand même. Enfin, il y a du coup AJ McKee, mais qu'il a perdu récemment. Évidemment, il y a Michael Chandler, il y a les Pitbull, il y a Michael Venom Page. Oui. Mais c'est vrai que disons dans le sens, il y avait AJ McKee jusqu'à ce qu'il perde, et même là il n'est pas hors course. Mais Aaron Pico, c'est dans le sens un prodige où tu sais que c'est un prodige et où il faut qu'il délivre. Donc il y avait AJ McKee, il y a Pico. Shout out my sweet pea, my sweet protein, moins 33% sur tout my protein avec le code la sueur Big Rusty. On se retrouve très très vite. Ouais. Enfin, je suis en train de penser, il y en a pas mal d'autres. Mais en tout cas, voilà, c'est un des gars de la figure de proue. Un des gars de la figure de proue. Yeah.